Merci beaucoup d'être là en présentiel. Ça fait très longtemps qu'à la Maison de l'Avocat, on n'a pas eu l'occasion de faire un casse-croûte en présentiel là-dessus. Donc, avec Michael Almacé qui m'accompagne, avocat barreau de Nantes, et moi-même Pierre Langlais au barreau de Nantes. On est ravis effectivement de pouvoir vous recevoir aujourd'hui, ça fait du bien. Après, je pense qu'on se disait avec Michael, c'est que maintenant, ça va être du présentiel, du combo présentiel-distanciel. C'est l'avenir. Donc finalement, le casse-croûte sera toujours en présentiel avec, je dirais, quelque chose à manger, à vous offrir, mais également la possibilité pour tout un chacun d'assister en distanciel. Alors, pour justement ce redémarrage en présentiel, nous avons fait le choix d'évoquer avec vous le sujet suivant. Vente en ligne, les bons réflexes. Alors, voilà. Hop là, petit problème technique, c'est la magie du direct. Hop là. Non. Alors. Là, ici, excusez-moi, j'ai juste pour savoir si les personnes qui sont en distanciel, est-ce que vous voyez la présentation? N'hésitez pas à nous dire. Vous pouvez utiliser le chat notamment, tout l'espace de discussion, notamment même pour plus tard, pour toutes vos, si vous avez des questions, privilégiez l'espace de discussion. Est-ce que ceux qui sont à distance, vous voyez l'écran de présentation sur le casse-croûte juridique, ou est-ce que vous ne voyez que que nous-mêmes et vos différents noms? On voit que les intervenants, on voit pas la présentation. Ok, d'accord, donc c'est bien ça, vous ne le voyez pas. Ok, donc c'est ce qu'on est en train de régler. Bon, après on peut... Alors pendant que la solution technique est en marche, je continue ma présentation effectivement de cette thématique, vente en ligne, les bons réflexes, qui est née en fait d'une idée avec Michael Massé. C'est toutes ces périodes, ces enchaînements de confinement finalement ont démultiplié, je dirais, le commerce en ligne avec les systèmes de click and collect, de livraison, pour parer justement au problème effectivement de la difficulté et des interdictions pour tout à chacun d'aller en magasin physique pour faire son shopping, donc à développer effectivement ce type d'activité, ce qui a amené différents acteurs à se passer finalement du monde physique au monde, je dirais, distanciel en matière de vente, avec, je dirais, des contraintes légales et des enjeux juridiques liés à la vente en ligne qu'on n'a pas nécessairement en matière de vente, je dirais, vente en commerce physique ou, je dirais, en présentiel. Donc ça, c'est vraiment l'idée qui est derrière effectivement ce casse-croûte, avec différentes thématiques qu'on souhaite aborder avec vous aujourd'hui, en 4 temps. J'entends le micro de quelqu'un, si c'était possible effectivement de décrocher l'ensemble des micros, merci beaucoup. Avec 4 thématiques qu'on se propose d'aborder aujourd'hui avec vous. Un premier temps sur la question du nom du site et du référencement du site. Un deuxième temps sur la question de la création du site internet, donc l'appel à un prestataire et la question du contenu de ce site internet là-dessus. Un troisième temps plus juridico-juridique, je dirais là-dessus. Bon, après, vous êtes en présence de 2 avocats, donc effectivement, il y a des niveaux divers et variés en matière de juridico-juridique sur la partie conditions générales en ligne. L'idée, effectivement, est de faire un focus sur quand on est dans la vente en ligne. Et un 4e point qui sera plus sur la question des gestion des données personnelles et la question des cookies, qui fait qu'à partir du moment, effectivement, on bascule du présentiel en ligne ou on ne fait que du en ligne, on a plus de contraintes en matière de données personnelles, car par essence, effectivement, on collecte beaucoup plus, effectivement, les données des acheteurs, à l'inverse d'une vente, je dirais, physique, où finalement, on récupère un ticket et on donne un ticket de caisse à la personne. Voilà, donc un peu les quatre sujets. Alors, sur le premier sujet, nom du site web et son référencement. Alors, première chose qui est importante en matière de vente en ligne, c'est la question du nom de domaine. C'est-à-dire qu'effectivement, bien s'assurer effectivement qu'on est en capacité d'avoir un nom de domaine qui correspond au nom de son activité, au nom commercial de son activité là-dessus. Alors, ça impose effectivement 2 choses.
Si d'aventure, vous dites, bah, demain, je veux basculer mon activité de vente physique en vente en ligne, ça impose effectivement de vérifier qu'il y a bien la disponibilité du nom de domaine, effectivement, équivalent à votre nom, je dirais, en réservation au nom de domaine. Alors souvent, on ne va pas avoir vraiment de difficultés parce que aujourd'hui, les noms de domaine, il y a plusieurs extensions, des .fr, des .net, des .com et ainsi de suite, tout ça. Donc, on trouvera toujours un nom de domaine. En revanche, se pose la question de la disponibilité, je dirais, du nom de domaine par rapport à l'existence de droits antérieurs. Ça, c'est important, effectivement, d'avoir ça à l'esprit. C'est-à-dire que des noms de domaine disponibles, vous allez toujours en trouver. Et parfois, effectivement, l'écueil, c'est de se dire, bah, le nom de domaine est disponible, je peux réserver le .fr ou le .com, allez, on y va, on fonce, c'est parti, je peux lancer mon site en ligne. Alors, il faut à ce moment-là faire un petit temps d'arrêt, se dire, OK, ce n'est pas parce que le nom de domaine est disponible que nécessairement le nom en tant que tel derrière le .fr, devant le .fr, devant le .com, et effectivement peut être utilisé sans être en conflit avec des tiers. Effectivement, c'est ça, faut avoir ça en tête. Disponibilité d'un nom de domaine ne signifie pas absence de conflit avec des tiers. Ça, c'est effectivement important de l'avoir là. Donc, le préalable, je dirais, pour effectivement sécuriser ce nom-là, ça va être de vérifier la disponibilité de ce nom de domaine en allant regarder en base marque, parmi les noms identiques ou similaires, parmi les dénominations sociales de sociétés exerçant la même activité. Donc, finalement, faire ce qu'on appelle une recherche d'antériorité préalable afin d'être en mesure, je dirais, d'apprécier la disponibilité de ce signe derrière. Ça, c'est vraiment le premier sujet. Autre écueil auquel il faut faire attention, et là, c'est le marketing contre droit, c'est que côté marketing, on va vous dire, bah, est-ce qu'il faut savoir un nom qui colle le plus à vos produits et vos services, quoi. Je caricature, vous voulez vendre un site de vente d'aspirateurs, vous dites monaspirateur.com. Là-dessus, comme ça, c'est clair, le message, il est clair, on voit tout de suite le message. Alors, très bien, monaspirateur.com, effectivement, tout à chacun va se douter que vous allez vendre des aspirateurs là-dessus. Difficulté cependant, c'est que vous n'allez pas pouvoir protéger à titre de marque monaspirateur.com parce que c'est très descriptif, ce n'est pas distinctif. Donc finalement, vous n'aurez pas de droit de marque, de protection sur ce nom. Et le corollaire derrière, c'est que finalement, vous vous ferez copier. Donc c'est-à-dire que mesaspirateurs.com, monaspirateur à moi.fr, ainsi de suite, tout ça. Ce qui fait que vous allez capitaliser sur un nom qui est un nom plutôt, je dirais, porteur au niveau marketing, mais faible au niveau juridique, et qui fait que finalement, vous allez créer créer un sillon, mais les concurrents derrière vont suivre le sillon. Et on ne pourra pas leur reprocher d'utiliser un nom qui serait effectivement identique ou similaire au vôtre, sauf si effectivement vous avez une antériorité énorme pendant des années et que vous êtes à même de démontrer qu'entre guillemets, ce sont vraiment des actes de parasitisme là-dessus. Quand je dis ça, je pense à venteprivée.com, par exemple, il y a eu toute une saga juridique sur venteprivée.com, parce que venteprivée.com n'a pas inventé les ventes privées, mais s'était arrogé le droit d'opposer à tout à chacun d'utiliser le terme vente privée là-dessus. Donc il y a eu un grand contentieux là-dessus, et qui a donné lieu à plusieurs des décisions, certaines qui ont annulé la marque vente privée, d'autres qui l'ont validée là-dessus. Aujourd'hui, elle a été revalidée récemment, la marque vente privée, mais elle est revalidée avec un périmètre de protection extrêmement restrictif. C'est-à-dire qu'en fait, dans les marques qui sont très descriptives et très peu distinctives, si elles réussissent à, entre guillemets, acquérir ce qu'on appelle une distinctivité par l'usage, comme c'est le cas dans la marque vente privée, elles sont protégées uniquement pour une reprise strictement identique, quasiment. Donc en fait, finalement, on a une protection qui est quand même pas si intéressante que ça là-dessus. Donc ça, effectivement. Donc, disponibilité du nom de domaine, recherche d'antériorité et éviter des termes descriptifs ou trop peu distinctifs. J'ai réservé mon nom de domaine. C'est bien, mais c'est pas assez. Car j'ai vraiment intérêt à réserver également la marque correspondant à mon nom de domaine. Je dirais pour avoir un vrai titre de propriété industrielle. Le nom de domaine, aujourd'hui, je caricature un peu, c'est un peu votre numéro de téléphone sur Internet. C'est-à-dire qu'effectivement, je veux vous joindre sur Internet, je tape votre nom de domaine. Je suis chez vous. Mais on réserve uniquement cet espace de mise en relation avec vous là-dessus.
La marque, ça va protéger le nom en tant que tel, déconnecté du .fr, du .com, du .net, et ainsi de suite, tout ça dessus. Donc effectivement, la marque, c'est très important d'avoir une marque éponyme qui protège votre nom de domaine. L'intérêt effectivement de la marque aussi, c'est que vous avez un titre pendant 10 ans de protection et vous êtes protégé pour des services et des produits déterminés là-dessus. C'est-à-dire, par exemple, vous vous protégez pour la vente d'aspirateurs, vous vous protégez pour des services d'hébergement. Donc, vous allez vous protéger pour un domaine spécifique là-dessus. Donc, la marque, c'est un complément nécessaire au nom de domaine. Alors, on peut se battre avec un seul nom de domaine. C'est-à-dire qu'il y en a souvent qui posent la question, qui disent, mais bonjour, qui se disent, mais finalement, j'ai uniquement un nom de domaine, est-ce que je ne peux pas empêcher un tiers d'utiliser mon nom et j'ai pas de marque? Alors, bien évidemment, on peut, avec un nom de domaine, essayer d'empêcher quelqu'un d'utiliser un nom identique ou similaire, sauf que c'est beaucoup plus coûteux, c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus incertain. Parce que dans ces cas-là, finalement, on n'a pas un droit de propriété intellectuelle à proprement parler, on doit justifier d'un usage sous son nom de domaine, donc on va amener différentes preuves, justifier la titularité du nom de domaine, donc la procédure est très lourde, effectivement beaucoup plus lourde. Avec une marque, vous avez un titre, un signe déposé pour des produits et des services déterminés. Donc très facile à mettre en œuvre. Très facile à mettre en œuvre également pour s'opposer à des tiers qui utiliseraient des noms de domaine un nom de domaine identique ou similaire sous des extensions différentes de la vôtre. L'avantage, c'est qu'effectivement, vous invoquez votre marque et plus facilement, vous réussissez à, je dirais, récupérer le nom de domaine ou stopper l'utilisation d'un nom de domaine qui serait potentiellement contrefaisant. Donc ça, la marque, vraiment très important. Puis la marque, finalement, si vous êtes dans une dynamique qui n'est pas que franco-française, l'avantage de la marque, c'est que vous pouvez étendre à l'international, être protégé à l'international. Vous pouvez effectivement être beaucoup mieux protégé qu'avec un seul nom de domaine là-dessus. Donc ça, c'est sur le nom. Sur le nom, je dirais ce à quoi il faut faire attention. Je me résume, je choisis mon nom de domaine, je vérifie sa disponibilité, je ne choisis pas un nom de domaine descriptif ou peu distinctif. Je sais que ça ne plaît pas toujours là-dessus, mais effectivement, c'est mieux effectivement d'avoir quelque chose qui est plus distinctif, et je dépose ma marque également. Donc ça, c'est vraiment le préalable en matière de nom de domaine. Autre sujet qui va se poser en matière de, je dirais, de site internet, c'est le référencement de mon nom, de ma marque là-dessus. Alors, effectivement, je peux avoir un site internet, je peux avoir un site magnifique esthétiquement, sur lequel on navigue de manière parfaite, mais s'il n'est pas référencé et que personne ne le trouve, il ne sert strictement à rien là-dessus. Donc l'enjeu, effectivement, c'est de trouver un nom qui me caractérise, qui est un signe de ralliement de clientèle, et il faut que ce nom bénéficie d'un référencement qui me permette de faire mon business sur Internet. Et ça, c'est vraiment essentiel. Alors, là, on a deux sujets de référencement qui rentrent en ligne de compte. On l'appelle d'un côté ce qu'on appelle le référencement naturel, qu'on appelle le SEO, et le référencement payant qu'on appelle le SEA. Alors, le référencement payant, tout d'abord, c'est ce qu'on appelle le référencement sur Google AdWords. Je pense que tout à chacun connaît là-dessus, mais peut-être que j'enfonce des portes, mais je les enfonce allègrement. Où effectivement, on va acheter auprès de Google des mots sur lesquels on souhaite être positionné quand l'internaute tape, par exemple, aspirateur. J'ai mon site qui apparaît, aspirateur.com, mais j'aurais pas choisi aspirateur.com, vous savez pourquoi, mais j'ai mon site qui sortira. Donc ça, c'est le référencement payant. Je paye au clic qui est fait par l'internaute sur un nom qui est référencé et sur mon site qui est référencé sur un nom pour lequel j'ai payé auprès de Google. Ça, c'est le référencement payant. Le référencement naturel, c'est un autre référencement qui n'est pas payant directement auprès de Google, mais qui est une manière, je dirais, de créer le site Internet, de générer des contenus de façon à ce que Google, quand il passe en revue un mot-clé tapé dans leur moteur de recherche, trouve votre site immédiatement et le positionne de manière favorable, de manière à ce que l'internaute se connecte à votre site pour acheter vos produits et vos services. Qu'est-ce que ça impose? Ça impose que vis-à-vis de votre prestataire, vous allez, je dirais, devoir déjà trouver un prestataire efficace en référencement. Alors, il n'y a pas de clé magique là-dessus. La seule que je peux vous donner, c'est aller voir ce que votre prestataire a déjà fait comme site internet,
Amusez-vous à taper les mots-clés qui correspondent selon vous à l'activité des clients avec qui il a travaillé, et puis voyez s'il est bien référencé. Si la réponse est négative, je ne pense pas que ça ne soit le bon prestataire en matière de référence. Deuxième sujet, fixer contractuellement des objectifs chiffrés à atteindre en matière de référencement. Si aucun objectif n'est fixé avec le prestataire, il n'a qu'une obligation de moyens, voire aucune obligation si le sujet des référencements n'a pas été abordé. Donc, il est essentiel de fixer contractuellement, effectivement, ce référencement. Alors, ça peut être classement en moteur de recherche, première, deuxième page, plutôt première d'ailleurs, nombre de leads, nombre de clics, effectivement, par mois, en fixant des dates relais avec ce prestataire, de manière à pouvoir ajuster la stratégie de référencement avec lui au quotidien là-dessus. Donc ça, c'est si vous avez une attente sur ce sujet-là, il faut la contractualiser, il faut en parler délibérément avec votre prestataire. Ça implique un autre sujet qui est la rédaction des contenus. Dans le référencement naturel, ce qui va être déterminant, ça va être la manière dont vous rédigez vos contenus. C'est ça qui va vous permettre d'être bien référencé. De deux choses l'une, soit c'est votre prestataire qui s'occupe des contenus et qui fait ce qu'il faut pour mettre les bonnes balises de manière à ce que ça soit bien référencé, soit il vous forme à générer les contenus selon un guideline très précis qui vous permet de respecter un mode rédactionnel extrêmement précis quand vous faites vos contenus de manière à être bien référencé sur ces contenus. Donc ça, c'est un sujet qui effectivement est essentiel par rapport à ça. Et puis, en matière de référencement payant, SEA, bien entendu, effectivement, avec le prestataire, vous allez définir une enveloppe maximale, c'est-à-dire que vous allez effectivement dire jusqu'à tant d'euros, tant de centaines de milliers d'euros, je suis d'accord pour faire du référencement payant. Par contre, si effectivement on dépasse cette enveloppe, bien évidemment, on s'arrête. Donc ça, c'est sur les questions de référence. Alors, dernier sujet sur le référencement, et ça c'est une question qui nous est régulièrement posée, c'est à Michael et moi-même, c'est peut-on se référencer sur les noms de ses concurrents? Alors, le réflexe naturel, d'abord, c'est de dire, mais non, c'est pas possible, on ne peut pas se référencer sur le nom de ses concurrents, c'est absolument déloyal. Mais en fait, c'est possible. Et ça, c'est la force de Google là-dessus. Google a eu un contentieux très très long il y a quelques années, justement sur ce sujet-là, où on accusait effectivement Google de participer à la contrefaçon en permettant à ce que des marques puissent être achetées en tant qu'AdWords pour, je dirais, ensuite positionner des sites concurrents sur le nom du concurrent. Il y a une décision qui a été rendue il y a quelques années qui dit, en fait, il n'y a pas de problème avec les AdWords. On peut utiliser en tant qu'AdWords la marque de son concurrent parce qu'on considère qu'aujourd'hui, le consommateur, quand il va sur Internet, il voit tous les liens sponsorisés en amont et qu'en fait, il est assez intelligent pour comprendre que finalement, le lien qui lui est poussé, le lien sponsorisé, n'est pas nécessairement le lien du titulaire de la marque là-dessus. Alors, néanmoins, un garde-fou, si l'annonce sponsorisée, l'annonce référencée en AdWords sur la marque du concurrent, finalement, est un peu trompeuse et peut laisser quand même penser laisser penser à l'internaute que ce serait finalement le vrai titulaire de la marque qui serait derrière ce site, là, en revanche, l'exception ne marche plus là-dessus. Mais concrètement, c'est possible. Ce qui veut dire que pratiquement aujourd'hui ou demain, vous avez votre site de vente en ligne, vous allez, si vous marchez bien, ce que je vous souhaite, il est très probable que vos concurrents essayent de se référencer sur le nom de votre marque là-dessus. Voilà, j'en ai terminé. Passe au deuxième sujet qui est en fait un sujet sur site web à créer et à enrichir. Merci. Donc maintenant que vous avez votre nom de domaine, votre marque, on peut passer à la phase de développement du site web. Et donc pour ça, il y a plusieurs réflexes à avoir. Comme tout à l'heure, c'est plusieurs réflexes à avoir, donc il ne s'agit absolument pas d'envisager toutes les questions. Là, c'est les réflexes les plus importants, les points les plus importants, mais il y a beaucoup d'autres questions, évidemment, à se poser. Donc, le développement d'un site. Alors, bien sûr, là, on va parler d'un site marchand. Vous avez des prestataires qui vont faire que du site vitrine pour uniquement avoir une page contact, une belle présentation. Ce ne sont pas les mêmes prestataires qui vont faire des pages vitrines que des sites marchands. Donc là, déjà, quand vous allez trouver un prestataire, il faut bien être certain qu'il fait des sites marchands, qu'il a une expérience.
Et c'est le premier bon réflexe de trouver ce bon prestataire, et surtout le bon prestataire, le prestataire qui vous convient, à vous selon un certain nombre d'éléments. La première chose justement à prendre en compte, c'est votre degré de maturité sur le développement du site web. Notamment, c'est est-ce que vous avez une structure, est-ce que dans votre structure, vous avez un informaticien, est-ce que vous avez un service, vous avez des personnes qui ont certaines compétences en matière de développement ou en matière informatique et qui sont aptes à suivre et à comprendre toute l'élaboration, le suivi de l'élaboration du développement du site web. Si vous avez personne en interne et que vous êtes totalement novice en la matière, mais voilà, il faudra peut-être être un peu plus vigilant à avoir un prestataire qui prendra du temps pour bien vous expliquer tous les éléments et pour bien suivre la totalité. Mais votre maturité est très importante pour le développement à suivre. Donc, il faut aussi se connaître soi-même pour trouver le bon prestataire. C'est jamais facile de trouver un bon prestataire, mais c'est comme trouver un garagiste demain. Voilà, parfois, il faut faire un peu confiance. N'hésitez pas à aller, de toute façon, de bien regarder toute la documentation contractuelle avant tout engagement, même si on a quelques startups de développement qui sont un peu légers sur leur documentation contractuelle. Mais du coup, ça peut être un indice, justement. Si vous n'avez peut-être pas suffisamment d'éléments ou si les contrats sont très light, ça peut être, après, vous pouvez fonctionner uniquement sur la confiance, mais c'est comme partout. Analysez bien les documents contractuels et ce qui est prévu dans les différentes étapes. Mais clairement, le bon prestataire pour un développement d'un site web, ça va être celui qui va être capable de vous expliquer toutes les démarches, du début à la fin, de la rédaction du cahier des charges au développement, qui va vous apporter toutes les informations nécessaires, qui va assurer un suivi régulier toutes les semaines, toutes les 2 semaines, au moins tous les mois, et qui va vous accompagner sur la réception et ainsi de suite, qui vous apporte une bonne information complète et continue. Beaucoup d'informations au début du contrat. Lui, c'est un professionnel qui a des informations, qui a des compétences. Si vous n'en avez pas, son obligation d'information, elle est extrêmement importante. Donc déjà, sur toutes les informations et les conseils qu'il va pouvoir vous donner en amont, avant la signature du contrat, ça sera un bon élément pour savoir est-ce que ça peut être un bon prestataire. Ensuite, autre point, là, c'est ce que j'indique sécurité versus agilité, c'est que globalement, schématiquement, il y a 2 types de développement et il faut aussi trouver quel est le développement qui va vous convenir à vous. La méthode classique de développement, c'est ce qu'on appelle en sécurité, c'est une prestation classique, ça veut dire que vous êtes en phase en amont, vous discutez, vous définissez très précisément votre besoin, vraiment très précisément. En face, il va regarder, vous allez discuter, vous allez convenir d'un prix, vous dire, bon, bah voilà, ça va être 15 000 € hors taxe, et puis on va vous dire, bon, bah, et dans 3 mois, c'est fait. 3 mois, 15 000 €, et je veux ça. Ok, très bien. Et donc, le contrat peut se dérouler parfaitement bien, et tout va bien, et votre site sera opérationnel, et après, c'est des éléments contractuels, si les délais sont pas respectés, et ainsi de suite. Et ça, c'est pas forcément problématique. La difficulté dans ce type de contrat, c'est que, voilà, on manque d'agilité, justement. On manque de souplesse. Si au fur et à mesure du développement, vous vous rendez compte, en fait, vous aimeriez bien une page supplémentaire, une page contact, finalement, vous ne l'aviez pas prévu, vous voudriez mettre en place directement le délai de rétractation, faire une page pour la rétractation directement sur votre site que vous n'aviez pas prévu au début. Dès lors que vous êtes dans ce type de prestation, où tout a été un peu figé au début, ça va être un peu plus compliqué de modifier parce qu'il va falloir se rediscuter, de refaire un avenant, de rediscuter budget, de rediscuter délai. Donc, voilà, c'est beaucoup plus, ça peut être contraignant. Je pense que c'est une bonne solution si vous avez un site web marchand classique qui n'est pas extrêmement grand. Si vous êtes, par exemple, juste un entrepreneur unique, ça peut convenir. Pourquoi pas? L'autre méthode, aujourd'hui, qui est plus à la mode, qui est à la mode, après certains disent qu'ils vont travailler en agilité, d'autres, alors c'est pas forcément de l'agilité, mais l'autre méthode qui est peut-être plus aujourd'hui à la mode, c'est que on a des développements qui vont davantage se faire par étapes. En fait, on va plus arriver sur une discussion entre deux parties pour mettre en place un développement. On peut avoir une enveloppe budgétaire en disant oui, ça va être entre 100 et 150 000 €. En général, on est sur des budgets qui peuvent être un peu plus importants, pas nécessairement. On a plus des enveloppes budgétaires. L'intérêt, c'est que c'est vraiment des développements par cycle. Et donc, on a une première phase qui va être faite, donc une première page, des premiers éléments graphiques, ainsi de suite. Ensuite, on rediscute avec le client, on valide. Si c'est validé, eh bien ensuite, on passe à la deuxième phase. Et au final, en fait, le budget et le délai, en fait, va s'affiner au fur et à mesure. Puisque à chaque fois, à chaque cycle,
on peut rajouter des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux éléments. En fait, l'idée, c'est que c'est véritablement, on valide les éléments étape par étape, en fait. Si vous imaginez, vous allez construire une maison, bah, d'abord, vous allez travailler avec le maçon. Et puis, une fois que le maçon a terminé, il dit, bon, bah, OK, le maçon, c'était ça. Bon, alors, maintenant que le maçon est terminé, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va peut-être mettre des fenêtres, on va mettre des ouvertures. Et donc là, du coup, bon, bah, alors finalement, c'est vrai que je ne voyais pas la maison d'une telle façon, maintenant que les murs sont posés. Donc, peut-être qu'en fait, les fenêtres, je vais les faire un peu différemment. Je vais peut-être mettre des Velux qui ont ouverture totale. Et donc là, vous adaptez votre projet en fonction des éléments qui sont déjà montés. Et au fur et à mesure, vous adaptez. Donc, le budget, il est beaucoup plus évolutif. Il va évoluer et le délai aussi va s'impacter. Donc, ça peut être très bien dès lors que vous avez un gros budget et vous avez pour adapter votre projet. C'est pour ça qu'on parle de la méthode agile. C'est beaucoup plus agile. Mais voilà, c'est en termes, vous ne serez pas certain en termes de délai et en termes de budget, ce ne sera pas fixé dès le début en général. Donc, globalement, ça, c'est deux types de fonctionnement qui sont un peu différents. Quand vous faites appel à un prestataire, regardez quel type de prestation, quelle est sa méthode de travail. Et parfois, il y en a certains, même eux, ne savent pas trop ce qu'ils font. Mais voilà, en tout cas, pour vous, soyez certains, est-ce que vous avez un budget qui est fixe? Est-ce que, même si vous imaginez potentiellement d'ajouter des fonctionnalités a posteriori, eh bien, regardez comment on peut modifier le contrat. Mais en tout cas, soyez attentifs sur les méthodes de travail. De toute façon, le prestataire sera capable de vous expliquer ça, la façon dont il travaille. Et ça, c'est une information qui sera importante. Donc, les deux méthodes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est en fonction de votre projet. Une fois que vous avez trouvé le bon prestataire, il faut exposer précisément vos besoins. On en a déjà parlé, mais c'est notamment le fameux cahier des charges. On appelle le cahier des charges, c'est un document qui va contenir précisément ce que vous voulez. Le cahier des charges, c'est quelque chose d'extrêmement important et souvent, tous les contentieux qu'on peut avoir en la matière, en général, il y a un problème de cahier des charges qui n'a pas été bien établi au début. Le cahier des charges, c'est-à-dire qu'au moins au début, il faut réfléchir. Est-ce que, voilà, au nombre de pages que vous voulez une page contact, une page présentation de l'équipe, une page présentation de votre entreprise. Et ça, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Mais c'est un site marchand, donc il faut à peu près estimer, je ne sais pas combien de produits vous allez pouvoir commercialiser. Est-ce que le paiement il est intégré à votre site ou non? Est-ce qu'il faut intégrer un module en lien avec votre logiciel de gestion des stocks? Est-ce qu'il faut intégrer un module en lien avec votre logiciel de gestion de clientèle? Et ainsi de suite. Il faut tout prévoir, tout ce qu'il doit y avoir dans votre futur site web. Ça, si vous avez la maturité, vous le faites, la maturité informatique en développement, en interne ou vous-même, vous pouvez faire vous-même le cahier des charges. Ça peut être un peu compliqué. Si vous avez une maturité moyenne, ça peut être bien de le faire avec le prestataire web. Ces prestataires vont proposer une prestation supplémentaire, en général, que vous devrez payer en supplémentaire ils vont avec vous établir un cahier des charges. Je sais que j'avais un client dernièrement, le cahier des charges s'établissait en fait il y avait une journée de formation qui était peut-être facturée, ils étaient deux qui étaient facturés 1 500 € hors taxe, à deux, et au final, il y avait un développeur et un commercial qui étaient là avec les deux patrons. Eux, ils avaient une maturité zéro. Il y avait le DAF et le patron gérant, mais qui avait 60 ans. Ça avec maturité zéro, même si pas que ceux qui ont 60 ans ont toujours maturité zéro en matière de développement. Mais voilà, pendant toute une journée, du coup, ils ont expliqué leurs problématiques, leurs solutions internes, ce qu'ils voulaient. En fait, ils avaient déjà une solution qui existait. Ils voulaient une solution équivalente, donc au moins que leur site reprenne la même chose, mais avec des fonctionnalités supplémentaires. Et donc, facturation d'une journée de développement, mais au moins le développeur, il avait toutes les informations et il savait exactement où il allait. Et donc, et là, après, ça dépend des développeurs. Certains vont le faire facturer, d'autres ne vont pas le faire facturer. Et ce qui peut être bien aussi, c'est éventuellement non, après, je n'ai pas de bonne réponse. Est-ce qu'il faut dissocier cette journée des rédactions d'un cahier des charges et celle de signature du contrat définitif de développement? Ça peut être bien de distinguer les deux. C'est-à-dire que d'abord, un contrat uniquement pour la formation, la rédaction du cahier des charges, on travaille, on met ça à plat, et une fois que le cahier des charges est rédigé, alors on peut signer le contrat de développement. Donc ça, après, c'est chaque entreprise a sa façon de faire. Mais en tout cas, le cahier des charges, encore une fois, c'est quelque chose d'essentiel. Donc soit vous le faites vous-même, soit vous faites aider, mais c'est quelque chose de véritable essentiel. Et encore une fois, la majorité, beaucoup de contentieux viennent du fait que le cahier des charges n'a pas été suffisamment établi ou
Mais c'est comme toutes les relations commerciales. Au début, on se fait confiance, on le dit à l'oral, dit ah bah oui, il me faudra ça, il me faudra ça. Et puis, ben voilà, c'est quand 6 mois après, ou même 2 ans après, parce que les délais ont explosé, parce qu'il n'y a pas eu de suivi. Et là, on se dit oui, mais si je vous avais dit lors de la réunion que je voulais cette fonctionnalité et que finalement, en fait, la fonctionnalité, ça coûte 2 semaines de développement, donc ça va coûter 5 000 € en plus. Bah, le développeur, il est dit non, non, vous l'aviez pas dit ça. Et en tout cas, ou même peut-être qu'il s'en souvient plus parce que les personnes changent. Bon, il faut mettre ça par écrit ou par mail, hein, au pire. Non, si vous êtes entre commerçants, vous mettez ça potentiellement par mail, ça peut suffire. En tout cas, ça sera un élément qu'on pourra utiliser. Mais il faut avoir des preuves, ça sera toujours ça la difficulté. Donc le cahier des charges, c'est important. Ensuite, troisième réflexe, suivez et surveillez le développement. Il ne faut pas vous dire, ah, c'est bon, j'ai signé le contrat de développement, mon cahier des charges, il est nickel, le prestataire, j'ai bien choisi. Maintenant, c'est bon, en gros, ils ont 3 mois pour le faire et je les laisse. Et puis voilà, et puis je reviendrai et j'ouvrirai ma boîte mail et puis je regarderai leur mail dans 3 mois. Non, c'est véritablement important de suivre en continu le développement, ne serait-ce que vous avez une obligation. Il y a un devoir de collaboration du client. Vous devez collaborer en permanence avec le prestataire. Donc, dès qu'il a des questions, il a des précisions, il va demander, bah, finalement, vous voulez je sais pas, vous voulez quelle couleur, vous voulez, donnez-moi les textes que je dois intégrer au site, donnez-moi des exemples de produits que vous allez, fournissez-moi tout simplement la liste de tous les produits aujourd'hui que vous allez commercialiser pour que je puisse les intégrer, pour que je fasse des tests et ainsi de suite. Vous devez répondre promptement. Et c'est une de vos obligations. De toute façon, au contrat, c'est le devoir de collaboration. Et que c'est la première défense dès lors que dans les contentieux avec un développeur, où on va reprocher à un développeur un non-respect des délais ou ce que vous voulez, lui directement, il va répondre « Oui, mais vous n'avez pas répondu à mes courriels dans les temps, manquement au devoir de collaboration », ce sera la première défense. Donc, suivez. Regardez les mails du développeur, suivez. Si vous pouvez avoir des espaces de discussion en commun, c'est très bien. Et puis, surveillez les délais aussi. Il ne faut pas vous dire 6 mois après, ah oui, il en est où mon développement? Je crois qu'il m'avait dit 3 mois. Non, suivez les délais. Si on vous avait dit 2-3 mois, eh bien voilà, n'hésitez pas à relancer le prestataire pour pas que les délais s'envolent. Même ce qui est l'idéal, c'est clairement dans votre entreprise, dans votre structure, si vous êtes tout seul, ce sera vous, au moins de désigner un chef de projet. Alors, s'il a les compétences, ok, ça sera beaucoup plus facile. S'il n'a pas de compétences, au moins de désigner quelqu'un. C'est le responsable commercial, parce que potentiellement, c'est lui qui sera en charge, c'est le DAF, c'est le gérant. Peu importe, mais il faut désigner quelqu'un. Et c'est lui, ce sera sa responsabilité, eh bien, de surveiller, de regarder et puis d'être le contact privilégié. C'est quelque chose d'important. Quatrième réflexe à avoir, c'est au moment de la réception. C'est terminé, tout ou partie, il peut y avoir une réception ou plusieurs réceptions. Imaginons qu'il y a une seule réception. Le site est terminé. Enfin, il est terminé, votre prestataire dit que le site est prêt. Et donc, il va vous... alors, pas encore forcément vous le livrer, mais en tout cas, vous aurez une phase de réception. Vous devrez le tester. Et donc, par exemple, on peut avoir, vous avez 1 semaine pour le tester, en fait. Et donc là, vous le testez de toutes les façons possibles. Vous essayez de toutes les configurations. Vous essayez de pousser les commandes. Vous allez commander 100 produits de chaque élément. Et puis, vous regardez si les stocks, ça suit, si c'est lié avec votre logiciel de gestion de stock. Est-ce que ça fonctionne bien? Vous essayez toutes les fonctionnalités dans tous les sens, pour vérifier que ça fonctionne. Et vous regardez les bugs. C'est pour ça que la petite loupe, c'est un bug, un insecte. Et donc, vous vérifiez voilà, s'il n'y a pas de problème. Parfois, on peut avoir des réceptions partielles. Donc, d'abord, vous allez réceptionner un premier élément, vérifier que tout fonctionne, et ensuite, voilà, passer à un autre élément. Cette phase, elle est essentielle, mais c'est comme dans des travaux d'une maison. Encore une fois, la phase de réception, elle est essentielle, puisque c'est elle qui va, s'il y a une réception sans réserve, c'est terminé, le travail il est terminé, et on passe à la suite. Donc, c'est quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, dans le choix d'un prestataire, c'est important de regarder la clause de réception, de savoir dès en amont comment va se passer la réception. Si vous avez typiquement une clause de réception qui nous dit bah, de toute façon, on vous envoie les éléments, si j'ai pas de retour de votre part par lettre commandée dans les 7 jours, ça vaut réception. Ça, c'est n'importe quoi en fait, parce que nécessairement dans une phase de réception, il y aura des échanges. Nécessairement, la première fois où ils vont vous donner des éléments, il y a des choses qui vont pas aller en fait, il y a des petites subtilités et donc il y aura une phase d'échange. Donc la clause de réception, il doit vraiment y avoir des allers-retours qui vont passer. Donc effectivement, on peut dire, bah, vous avez 15 jours pour tester, ensuite vous nous faites des retours, limite on va vous donner un document précisément pour nous dire exactement comment on doit se faire ces retours, les anomalies que vous avez pu rencontrer, et puis ensuite on va continuer par cycle jusqu'à ce qu'on ait une version définitive et une version finale qui convient à tout le monde. Donc la réception, c'est quelque chose d'important. Et finalement, 5e réflexe, c'est assurer la maintenance. Alors là, c'est simplement
de prendre conscience de, parfois ça peut être des sujets, c'est que souvent le développeur, il vous propose également d'assurer la maintenance du site, l'hébergement du site et la maintenance du site. L'hébergement sur des serveurs, qui lui, en général, va sous-traiter, et également la maintenance étant parce que régulièrement, même si c'est un site web qui est terminé, il faut quand même continuellement mettre à jour les extensions, continuellement réparer les anomalies qui peuvent arriver, des anomalies bloquantes qui fait que votre site n'est plus du tout accessible. Dans ce cas, il faut appeler quelqu'un, vous appelez votre mainteneur. En général, le développeur va proposer ses prestations d'hébergement et de maintenance. Donc, pas de souci, en fait, notamment, même en matière de maintenance, si vous voulez faire évoluer le site, c'est tout aussi bien que ce soit le développeur qui s'en occupe. Moi, mon conseil en la matière, c'est en tout cas dans les contrats, de bien dissocier des contrats. Vous avez un contrat de développement, un contrat de maintenance, un contrat d'hébergement. Tellement l'hébergement et la maintenance peuvent être ensemble, mais autant bien dissocier ces trois prestations différentes. Parce qu'on a encore parfois certains qui vont tout lier, hébergement, maintenance et développement qui vont être tout liés. L'idée, c'est que le développement, c'est une chose. Le premier contrat, il est terminé. Ensuite, on passe sur d'autres contrats. Et si ça ne va pas, on pourra changer d'hébergeur, on pourra changer de maintenance. Et notamment pour la maintenance, une des clauses à vérifier, c'est comment va se passer notamment, plus pour l'hébergement, comment va se passer le transfert. Si vous voulez changer d'hébergeur, est-ce que ça va se faire facilement? Ou même pour la maintenance, s'ils ont les deux. Ça ne va plus avec vos développeurs, donc vous voulez changer d'hébergeur, vous voulez changer de mainteneur, donc vous allez faire appel à un nouveau prestataire, et bien comment va se passer la migration de votre site web? Il faut être sûr qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, et notamment que ça ne vous coûte rien, potentiellement, qu'il n'y ait pas de surcoût. Certains vont prévoir un surcoût, mais en tout cas, c'est des éléments à négocier et à regarder dès le début du contrat. Et après, vous pouvez par exemple tout à fait récupérer l'hébergement sur vos propres serveurs si vous en avez. Donc ça, c'est assurer la maintenance et surveiller. Et faites attention à ça. Et pour les plus petits sites, n'oubliez pas notamment de mettre, si vous avez vous-même vous êtes entre guillemets vous-même les mainteneurs, c'est simplement si votre développeur vous envoie, vous dites, n'oubliez pas de mettre à jour, d'effectuer les mises à jour de votre site, faites-le en fait. Pour le coup, sinon il peut y avoir pas mal de failles de sécurité, donc ça peut être mieux de le confier à un mainteneur, mais qui doit faire toutes les mises à jour requises. Voilà pour ça. Et pour terminer, point d'attention, êtes-vous bien propriétaire de votre site? Ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est dès le début en réalité, parce que vous dites, j'ai payé pour le développement de mon site web. Je suis propriétaire, c'est évident. Vous l'avez payé pour. Donc c'est évident que vous êtes propriétaire. Non, c'est pas du tout évident. Parce que dès lors qu'un site web va être considéré comme une œuvre, c'est globalement, après ça dépend du type de site, mais dès lors, notamment si vous avez un site qui est fait sur mesure avec un certain nombre d'éléments, on va dire un novateur, ça peut être considéré comme une œuvre. Et là, sans rentrer dans le détail, mais du coup, dès lors que c'est une œuvre, eh bien, c'est pas parce que vous avez un auteur qui a créé une œuvre à la commande de quelqu'un que l'œuvre va appartenir au client. Donc là, c'est pas parce que vous avez payé un développeur pour créer votre site, pour créer une œuvre, que vous êtes propriétaire de cette œuvre, de ce site. Et le principe étant que vous n'êtes pas propriétaire de ce site. Vous ne l'êtes pas propriétaire du site. Dès lors qu'on considère le site web comme une œuvre. Donc après, la solution, elle est toute simple. C'est dans le contrat de développement, eh bien, il y a une clause qui nous dit, OK, non, le développeur, il vous cède tous les droits d'auteur sur le site web, dès la phase de développement. Dès une fois que c'est réceptionné, hop, il y a une cession des droits d'auteur, il n'y a pas de problème. Et ça se règle très simplement, mais sauf que vérifiez bien à ce qu'il y ait cette clause dans votre contrat de développement. Parfois, on a des contrats de développement qui le prévoient en disant que le prix de la cession sur les droits d'auteur, c'est contenu dans le prix de développement. D'autres vont dire, non, le prix de la cession des droits d'auteur, c'est 10% du prix final ou 5% du prix final. Ce qui peut coûter un peu plus cher. Après, ça, c'est de la négociation. Mais en tout cas, vérifiez bien cette clause-là quand vous allez regarder votre contrat de développement. Voilà sur ça. Et donc, sur la deuxième partie, sur le contenu, là, après, c'est plus vous quand vous avez la main. Sur votre site web, vous allez mettre des images, vous allez mettre du texte. Potentiellement, il y aura des avis clients, il y aura un espace forum, des produits à vendre, des documents légaux. Faites bien attention. Ça, c'est plus rapide. Si vous avez des images, pensez bien au droit à l'image des personnes. Vous ne pouvez pas mettre les images que vous voulez. Vous ne pouvez pas mettre les images qui vont représenter une personne. Vous ne pouvez pas prendre une photo dans la rue et puis mettre cette personne sur votre site web. Il y a le droit à l'image des personnes. Et donc, faites bien attention à ça. Alors après, pas de difficulté. Si vous avez véritablement acheté des droits sur des photos où sont représentées des personnes, en général, si le site est sérieux, vous avez acheté des images, il n'y aura pas de difficulté. Mais de vous-même,
Ne dites pas, eh bien, tiens, je vais demander à ma cousine de poser avec les vêtements que je suis en train de vendre sur mon site web, et puis je vais la prendre en photo. Elle est reconnaissable, mais dit, oui, mais c'est ma cousine, de toute façon. Oui, c'est votre cousine, mais après un héritage, il y a toujours des conflits familiaux, et donc peut-être qu'elle sera plus d'accord. Donc faites attention. Ou alors, ayez bien une session de droit à l'image. Bon, mon conseil, c'est que vous en mettez pas, en tout cas, de mettre des personnes qui peuvent être représentées si c'est vos propres photos. N'oubliez pas également que sur des images, il peut y avoir des droits d'auteur. Des photos, si c'est des photographies ou c'est des images, il peut y avoir des droits d'auteur. Il faut être sûr que vous avez bien les droits d'auteur sur ces images. Encore une fois, si vous les achetez sur des sites sérieux, il n'y aura pas de difficulté, mais de vous-même, n'allez pas mettre des images que vous allez retrouver sur Internet et puis dire, oh, elle est sympa cette image, hop, et puis la mettre sur votre site. Par exemple, je sais pas, par exemple, moi sur mon site web, j'ai une photo de la grue jaune. Et donc, j'aurais pu aller sur Internet et puis mettre la grue jaune pour marquer un peu l'implantation de Nantaise. Et puis, parce qu'en plus, c'est dans ma page de présentation. Si je vais sur Internet, j'en trouve plein. Donc, je pourrais me dire, ah bah tiens, j'en prends une et puis je la mets. Et puis voilà, ça me coûte rien. De toute façon, personne ne va se rendre compte. Hein, qui va sur le site web de mon avocat, pas grand monde en réalité. Et donc, pas de problème. Mais pour le coup, là, clairement, le photographe pourrait venir m'embêter en me disant, oui, vous avez pas le droit, j'ai des droits d'auteur dessus. Moi, je dirais, oui, votre photo n'est pas originale, mais là, on rentre dans un autre débat. Et donc, finalement, en fait, c'était effectivement, nous, on a récupéré la photo qu'on a pris nous-mêmes avec un bon appareil pour faire quelque chose de propre. Et là, il n'y a pas de difficulté pour le mettre. Mais en tout cas, soyez vigilants, mettez pas n'importe quelles images. Pour les textes, c'est pareil. Du texte, il faut imaginer que sur n'importe quel texte, on va dire dès lors qu'on a peut-être plus de 2-3 lignes, ça va être protégeable par du droit d'auteur, parce qu'il y a une originalité. Donc, ne faites pas de copier-coller de texte pour le remettre sur votre site, notamment des présentations d'un produit. Vous allez sur un site d'un concurrent qui vend le même produit, puis vous reprenez son paragraphe de description du produit, vous allez copier sur votre site. Ça, non, parce que potentiellement, de la même façon, vous allez faire de la contrefaçon, tout simplement. Donc, faites attention à tout le texte que vous allez utiliser. Un forum des avis, là, c'est simplement il faut faire attention, parce que si c'est un forum et des avis des clients, vous n'êtes pas directement responsable du contenu, de ce qui va être écrit. Vous n'êtes pas l'éditeur de ce contenu-là. Par contre, en tant qu'hébergeur, très rapidement, vous allez être responsable. En fait, vous devez, si vous détectez qu'il y a du contenu contrefaisant, du contenu malveillant, il y a de l'incitation à la haine, à des crimes sexuels, à tout ce que vous voulez, vous avez l'obligation de retirer promptement ces avis ou sur ces messages dans les forums. Ou alors, si quelqu'un vous envoie un message en disant bah, attention, parce que sur tel avis ou sur tel forum, il y a un tel qui a dit que l'autre n'était pas gentil, en des termes un petit peu haineux. Bah là, vous avez votre obligation quand même d'aller vérifier et puis d'aller retirer, si c'est le cas. Donc là, faites attention aussi dès lors que vous avez un espace avis forum. Ensuite, des produits à vendre. Alors, simplement, essayez de vendre des produits légaux. Ce qui paraît un peu évident, mais en fait, dans mon esprit, c'est plus des produits où il y a certaines réglementations à respecter. C'est ça que j'ai mis sur le tabac, puisque il y a quelques années, mais effectivement, un client qui se lançait dans l'industrie du tabac, et il avait envisagé éventuellement de mettre en place une vente par site web. Donc, je lui ai expliqué qu'effectivement, c'était pas possible en France. Donc, simplement, s'assurer que pour certains produits, on peut avoir une certaine réglementation, s'assurer que cette réglementation est suivie. Et enfin, les documents légaux, c'est ce qu'on va retrouver sur votre site, tout en bas de votre site. Eh bien, on va retrouver les mentions légales. Donc, c'est votre identité et globalement des pages de contact pour vous contacter, et puis le nom de votre hébergeur, on doit le retrouver. Les CGV, on en parlera tout à l'heure, ou les CGU, conditions générales d'utilisation, là, c'est plus quand il n'y a pas forcément d'achat. Donc, on ne va pas forcément en parler, mais vous pourrez nous poser des questions là-dessus si vous le souhaitez. La politique de confidentialité, on va en reparler tout à l'heure, c'est tout ce qui est votre politique en matière de données personnelles. Et puis, éventuellement, effectivement, il y aura une page de cookies qui peut être dans la politique de confidentialité. Mais ça, c'est des éléments qu'on va également retrouver, donc n'oubliez pas de les mettre. Voilà. Oui. Dans les conditions, dans les mentions légales, pardon, il faut toujours une adresse postale. Oui, alors, je reprends la question à haute voix pour ceux qui sont à distance. C'est dans les mentions légales, est-ce qu'il faut toujours une adresse postale? Oui, effectivement, alors, dans les mentions légales, il faut, alors typiquement, l'identité précise de la personne. Alors, là, en l'occurrence, c'est une personne morale, avec alors son numéro d'identification RCS, avec même le numéro de TVA, avec donc l'adresse postale, avec un numéro de téléphone et une adresse mail. C'est dans les obligations. Ensuite, il faut le nom d'une personne physique. Donc, c'est
de directeur de publication, hein, le nom d'une personne physique, donc il faut qu'il y ait une personne physique qui soit clairement identifiée, et ensuite les coordonnées de l'hébergeur. Et encore une fois, pourquoi les coordonnées de l'hébergeur? Eh bien, c'est parce que s'il y a du contenu haineux, du contenu illégal sur votre site et qu'on vous envoie des messages en vous demandant de retirer et que vous ne répondez pas, eh bien, en fait, on pourra ensuite agir directement auprès de l'hébergeur. Donc ça, ce sont la partie mention légale. C'est vraiment d'identifier qui est responsable du site. Donc, voilà sur cette partie. Et donc maintenant, on passe à la troisième partie sur les CGV, justement. Alors, les CGV. Je reviens juste deux remarques sur ce que tu disais juste avant. Effectivement, les photos, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Il y a beaucoup de demandes. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler d'un organisme qui s'appelle PicRite. C'est un organisme qui est gestionnaire de droits de photo, notamment les droits de photo de l'AFP. Et en fait, il bombarde des mises en demeure de tous les côtés parce que contre les personnes qui utilisent des photos. C'est vraiment le sujet qui revient le plus souvent, effectivement, par rapport à ça. Oui, parce qu'en plus, ils utilisent des algorithmes où ils peuvent détecter justement sont watermarquées les photos, donc ce qui fait qu'ils les repèrent, tout ça. Il y a quelqu'un le matin, il se lève, il se dit, bon, aujourd'hui, je m'en fais combien là-dessus. Ça me rappelle une histoire où j'avais eu un dossier il y a quelques années, justement, c'était avec la fameuse photo de Che Guevara, qui avait été prise par Corda, un photographe, qui l'avait laissé dans le domaine, qui avait fait le choix de ne pas tirer le bénéfice de cette photo. Puis un jour, il a cassé sa pipe et il avait une fille unique, et sa fille unique était beaucoup moins, beaucoup plus intéressée par l'argent, et finalement avait confié à un avocat le fait d'aller taper tous les matins chez Guevara dans Google, et il se faisait la première page Google, et ça a duré des années. Alors, ceci dit, les CGV. Pourquoi je faisais ce petit préliminaire? Les CGV, c'est moins marrant là-dessus. Donc, on s'est battu pour faire une répartition avec Michael Massé, quoi, et j'ai perdu. Je me tape les CGV là-dessus. Alors, les CGV, c'est le truc soporifique qui, je pense, peut vous tuer définitivement. Je vais m'efforcer justement de faire ça de manière dynamique là-dessus. Et c'est souvent un sujet où, finalement, on se dit, oh, les CGV, vous inquiétez pas, maître, je vais m'en occuper, moi, des CGV. Hein. Je vais m'en occuper. Et puis, tout au plus, je vous donne un texte et puis vous le reverrez. Hein. OK, d'accord. Okay, donc, en substance, c'est ça ce qui se passe avec les CGV. Alors, c'est vrai que nous, on arrive en tant qu'avocat, on se dit, c'est pas évident de vendre des CGV, alors qu'en fait, c'est juste essentiel, les CGV, mais on a du mal, effectivement, à passer le message. Je vais essayer de vous le passer. Sur l'importance effectivement des CGV, notamment par rapport aux questions de droit de la consommation et par rapport aux consommateurs, car il y a beaucoup de sujets auxquels il faut faire attention en matière de vente en ligne, beaucoup de sujets juridiques. Mais une chose qui est sûre, c'est que si vos CGV elles sont pas bien faites, un consommateur il va se réagir, vous allez vous retrouver avec la DGCCRF dans le dos, et la DGCCRF elle va s'occuper de vos CGV, hein, de vous, tout court, mais elle ne va pas s'occuper que de vos CGV là-dessus. Donc, en substance, en revanche, si les CGV sont bien faites, je pense qu'il y a moins de risques que la DGCCRF vienne vous voir là-dessus. Alors, à quoi penser là-dessus? J'essaie de faire ça en mode interrogatif pour rendre ça un peu plus sympa. CGV, à quoi penser? Alors, qui sont vos clients? Ça, c'est le premier sujet auquel il faut penser. Alors, vous êtes en site B2C, B2B, c'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes uniquement consommateur, uniquement professionnel. C'est ça, il faut vous poser cette première question. Si c'est un site B2C, donc vous proposez des choses, je dirais des produits, des services aux particuliers, aux consommateurs, là, attention, c'est warning, 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 c'est droit de la consommation, ce qui veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de dispositions légales à respecter, parce qu'effectivement, on protège le consommateur beaucoup en Europe et en France plus particulièrement. Donc, il y a beaucoup plus de dispositions impératives qu'il faut mettre dans les conditions générales de vente. On pousse même le vice, et c'est là où ça devient absurde. Excusez-moi, j'espère que personne de la DGCCRF n'est là, ou même que d'ailleurs personne de la DGCCRF ne visionnera le replay que nous faisons de ce webinaire.
on pousse le vice jusqu'à carrément obliger, je dirais, le rédacteur de conditions générales de vente à encadrer certains articles du Code de la consommation dans les CGV de manière à ce qu'ils soient bien visibles du consommateur. C'est-à-dire qu'effectivement, je caricature, on va bientôt nous donner la police de caractère, Time New Roman, Calibri, là-dessus, effectivement, je caricature. Mais effectivement, grosse contrainte en matière de droit à la consommation, donc faire très attention à ça. Site internet de vente B2B, là pour le coup c'est entre commerçants, entre professionnels, avec un régime légal qui est plus le régime légal consensuel, je dirais contrat, plus entre guillemets léger en termes de formalisme, et puis des sites internet de vente mixtes, B2C, B2B. Et ça arrive souvent finalement, où on voit le client en premier rendez-vous, et puis il me dit, bah moi non, c'est plutôt B2B, on lui dit, ok, pas de consommateur. Oh, peut-être quand même, parce qu'effectivement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la technique du râteau, c'est-à-dire on démarre, quoi. Donc on se dit, bon, je vais quand même pas me couper de la moitié du business, quoi. Et puis, il y a une réalité qui est sûre, c'est que, moi, d'expérience, et on en avait parlé avec Michael Massé, c'est que on peut commencer B2C, se retrouver au B2B 3 ans plus tard, là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une vraie particularité en matière de business de vente en ligne, c'est que souvent, on va avoir tendance à commencer en B2B, en B2C, et puis finalement, on se rend compte qu'il y a plus de business et de croissance à faire en B2B, quoi, là-dessus. Donc, il ne faut pas préjuger de l'avenir par rapport à ça. Donc, ce qui implique effectivement mixte, c'est de faire des CGV alors de choix, où on fait des CGV professionnels, où on fait des CGV avec le consommateur, où on fait une fusion des deux textes, effectivement, par rapport à ça. Moi, personnellement, dans la vente de produits, faire des CGV mixtes, c'est possible, parce qu'effectivement, c'est assez, entre guillemets, on peut faire quelque chose d'assez... Donc, si on peut faire mixte, je trouve que c'est mieux, c'est plus facile, entre guillemets. Après, c'est surtout le mode rédactionnel des conditions générales qui va jouer énormément par rapport à ça. Là-dessus, l'idée, c'est qu'elle soit rédigée et présentée de telle manière que le consommateur, quand il ouvre les conditions générales, que tout de suite, il sache retrouver ces les différents sujets qui l'intéressent. Ce qui, quand même, n'est pas souvent le cas. Effectivement, on se retrouve face à un magma textuel et qui, effectivement, qui n'est pas lu, en fait, qui n'est pas lu, qui n'est lu que s'il fait une aventure, demain, il y a un problème. Donc, se poser la question de savoir qui sont vos clients. Alors, je ne vais pas passer tous les sujets des CGV en revue, mais certains, c'est ceux que j'estime effectivement les plus importants. La question, alors des conditions des CGV, en fait, c'est un travail effectivement c'est notre travail nous en tant que juriste, en tant qu'avocat. Après, à 90% des CGV, hormis les dispositions impératives, c'est surtout du bon sens, quoi. C'est effectivement, j'éprouve. C'est le moment effectivement de penser à mon business et de me dire mais opérationnellement comment ça va marcher, quoi. Qu'est-ce que je vais proposer dans mon offre de service et comment je vais traduire cette offre de service dans mes CGV là-dessus. Et nous, effectivement, en accompagnant dans la rédaction de CGV, on a ce rôle un peu d'intervieweur, de vous poser les questions, de dire, bah voilà, ça se passe comment, qui livre, quel mode, quel paiement, votre périodicité de l'abonnement, c'est quoi, c'est tout ça. Et c'est très intéressant parce que souvent on dit, ah bah oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Là-dessus, effectivement, donc effectivement, l'idée, c'est une co-rédaction qui se fait effectivement avec vous de vos conditions générales. Alors le prix, tout d'abord. Définir ce prix effectivement des produits ou des services que vous allez proposer. Sur le prix des produits, j'ai envie de dire pas de problème, il est relativement figé là-dessus. Sur le prix des services aussi. Par contre, en matière de services, la question qui va se poser, c'est la périodicité. C'est un abonnement quoi, mensuel, trimestriel, annuel. C'est quoi la date de démarrage? C'est à compter de la souscription, de date à date. C'est-à-dire du 12 octobre au 12 novembre si c'est mensuel, ou est-ce qu'il y a un système qui fait que le premier mois, c'est un paiement au prorata jusqu'à la fin du mois et après, on repart à partir du premier jour du mois suivant là-dessus. Typiquement, c'est le type de question que vous devez vous poser, effectivement, et nous, dont on a besoin pour rédiger vos conditions contractuelles. Parce qu'effectivement, ça, l'enjeu est de taille. On peut avoir intérêt à réaligner toutes les dates de renouvellement de ses clients sur une date calendaire. C'est beaucoup plus facile de gérer après, derrière, les contrats là-dessus. Donc ça, c'est vraiment, effectivement... l'enjeu est de taille par rapport à ça. Ces sujets de date de renouvellement est très important. Moi, j'ai eu un cas pour un client pendant le premier confinement. Il était dans le domaine des hébergements, effectivement, et bon, confinement oblige. Tous les hôtels, tout s'était arrêté net, entre guillemets. Donc, les services qu'il proposait, entre guillemets, à tous ces prestataires d'hébergement, il leur faisait payer quelque chose, mais ils n'en bénéficiaient pas.
parce qu'effectivement, ils n'avaient plus de clients, quoi, les différents hôtels. Et le client est venu me voir en disant, mais bon, alors là, tout va bien, les abonnements tombent là-dessus, mais le truc, c'est que, bon, nous, notre crainte, c'est que demain, les clients rompent les contrats, les abonnements, parce qu'ils se disent que là, il faut qu'ils fassent des économies d'échelle et arrêtent tout, effectivement, et qu'en fin de confinement, on se retrouve, entre guillemets, tout nu, sans rien, sans abonnement, plus rien là-dessus. Et sa stratégie, elle était très intéressante. Il a dit, mais est-ce qu'on ne peut pas faire un système qui fasse qu'on leur offre les mois d'abonnement jusqu'à la fin du confinement, jusqu'au redémarrage de l'hébergement, on leur offre ça, mais sous la forme de nouvelles conditions générales, un nouvel avenant, qui fait qu'ils ne payent pas maintenant, par contre ils s'engagent à repartir pour un an à l'issue de la période gratuite là-dessus. Et c'était extrêmement malin parce qu'effectivement, ils ont préservé leur business. Alors, ils ont mangé un peu leur pain blanc pendant la période de confinement, mais par contre, ils se sont retrouvés en sortie de confinement avec plein de contrats qui redémarraient pour encore une période d'1 an, et donc ils ont sécurisé leur business. D'où l'enjeu, effectivement, c'est des histoires de périodicité qui sont extrêmement importantes. Sur le prix, préciser les frais de livraison, c'est minimum obligatoire, et encore plus avec le droit de la consommation, effectivement. Et puis définir les modalités de paiement, ça peut paraître évident, mais effectivement, virement, CB ou par chèque, ou qui vont préciser, ou pas par chèque, surtout, là-dessus, et pas en espèces, là-dessus. Donc ça, c'est le prix. Délai de livraison pour les produits. Préciser au moment de la commande, ou directement dans la CG, le délai de livraison. Je dirais le délai de livraison des produits. Moi, je serais plutôt tenté de le faire, de mettre les délais de livraison sur le site internet et de le confirmer au moment de la commande. Car l'idée, c'est que vos conditions générales de vente, ça soit un bloc qui n'ait pas vocation à bouger dans le temps, en fait. Je m'explique, c'est qu'effectivement, l'idée, c'est que nous, on a plaisir à vous voir, hein, là-dessus, mais si vous revenez nous voir tous les 3 mois, vous allez beaucoup moins nous aimer, quoi. Donc, l'idée, c'est d'avoir un bloc contractuel qui traite de tout ce qui est récurrent et qui n'est pas flottant, entre guillemets. Et tout le flottant, le prix, les délais de livraison et tous ces sujets flottants, c'est renvoyé sur le site internet ou dans les confirmations de commande. Ce qui fait qu'effectivement, vous n'êtes pas obligé de toucher régulièrement à votre bloc contractuel qui sont les CGV. Délai de livraison, spécificité B2C, ça c'est le code de la consommation. Vous annoncez un délai, si vous ne le respectez pas, le consommateur il peut demander la résolution du contrat et le remboursement du prix payé. Et vous devez le rembourser dans un délai de 14 jours, à compter de sa demande. Avec des grosses pénalités potentielles, effectivement. Alors j'essaie de faire simple. Hein. Là-dessus, oui. Alors, vous y êtes pour rien, mais le consommateur non plus. En fait, le droit de la consommation, il est écrit de telle manière qu'il protège le consommateur. Ce qui fait que vous, la seule chose que vous allez avoir à faire, c'est effectivement, vous allez lui rembourser, vous allez récupérer le produit, hein, bien entendu, s'il est en cours de livraison, mais vous allez lui retourner le prix. Alors après, la question qui se pose, c'est une question commerciale. C'est-à-dire qu'en fait, comment ça se passe pratiquement? Je pense que tout à chacun, quand on fait des commandes sur Internet, et quand l'e-commerçant voit qu'il ne va pas respecter les délais qu'il a annoncés, il vous envoie un mail, il vous dit « Ah, on est vraiment désolé, franchement, on a fait notre max, machin, tout ça, mais bon, canal de Suez, non, ça je l'ai déjà dit. Et en fait, finalement, on a commandé, ça va arriver vachement vite, machin, et on compte sur vous, et n'hésitez pas à nous contacter. Vous recevez ça, bon, vous acceptez d'attendre 8 jours ou 15 jours de plus, là-dessus. Donc en fait, c'est une relation commerciale, là-dessus, effectivement. Si vous faites bien votre job commercialement pour dire « Écoutez, ça va arriver, on est bientôt, machin, ainsi de suite », la personne, elle va. Par contre, si vous faites le mort et qu'au bout d'un moment, le gars, il se réveille et dit « En fait, j'ai jamais reçu ma box. Hein. » Là-dessus, là, ça va pas marcher. Mais par contre, le droit est pour lui. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Dans 3 jours, il arrive au bout de 15 jours parce qu'il y a un problème à la poste de relais. Je vais récupérer le produit. Le retour, c'est le frais supplémentaire. Pas le consommateur, ça me paraît logique. A priori, pas moi, ça serait plutôt responsable, c'est-à-dire. On reformule la question. Ouais. Alors. Le transporteur qui devrait prendre. D'accord.
Alors, je vais reformuler votre question parce que je crois que les personnes qui sont à distance n'ont pas entendu. Votre question, c'est moi, je fais mon boulot, c'est le transporteur qui fait pas le boulot, c'est pas livré dans les 3 jours. Comment ça se passe? Et mon produit, il se balade dans la nature. Qu'est-ce que je fais là-dessus? Il y a une chose qui est sûre pour obtenir la résolution du contrat, c'est que le produit n'est jamais arrivé chez le consommateur là-dessus. Donc, soit il est encore chez vous, soit il est en transit chez le transporteur. Donc ça, c'est à vous de le récupérer. S'il est chez vous, super. S'il est chez le transporteur, à charge pour vous de le récupérer sur la plateforme du transporteur et de gérer votre relation avec votre transporteur là-dessus. Ça, c'est vraiment le premier sujet. Après, vous, comme le produit n'est pas arrivé chez le consommateur, on n'est pas dans un droit de rétractation, ce dont je vais parler après là-dessus. On est dans un problème de délai, de retard de livraison. Vous vous remboursez, entre guillemets, l'ensemble de la somme payée par le consommateur qui n'a pas à subir, entre guillemets, le délai de livraison là-dessus. Ça, c'est sur le délai de livraison. Le droit de rétractation, justement, qui est un autre élément là-dessus, et c'est un spécial B2C également, le droit de rétractation, c'est droit pour le consommateur de changer d'avis dans un délai démarrant en compter de la réception du produit ou de la conclusion du contrat de service là-dessus. Le lendemain, pardon. Ça démarre le lendemain de la réception, le lendemain de la signature du contrat de service. C'est le droit pour le consommateur de revenir en arrière, se dire, en fait, finalement, la robe, je la voyais pas rose comme ça. En fait, je la préférais fuchsia, donc je la renvoie. Je préférais avoir la box, elle n'est pas assez grosse, ainsi de suite, je la renvoie. Ça, c'est le choix, effectivement, du consommateur par rapport à ça. Ça, c'est un droit qu'il a, et j'ai pas mis le délai, c'est un droit qu'il a pendant les 14 jours, dans les 14 jours du lendemain, pas démarrant le lendemain, il a effectivement ce droit, le consommateur. Concrètement, il doit vous manifester de manière non ambiguë le fait qu'il veut mettre en œuvre, je dirais, son droit de rétractation. Et dans ce cadre-là, il doit retourner le produit qu'il avait réceptionné et il doit le retourner à ses frais. Là, les frais de port ne sont pas à la charge, entre guillemets, du professionnel, de l'e-commerçant. Et vous devez le rembourser dans un délai de mémoire de 14 jours à compter de la réception du produit, si le produit est en état de revente, mais évidemment, si vous renvoie le produit déchiré, taché, ainsi de suite, le droit de rétractation ne marche pas dans ce cas-là. Et alors ça c'est à compter du retour du produit ou de l'envoi de la preuve de la réexpédition du produit par le consommateur là-dessus. Donc ça c'est vraiment le régime légal. Alors le droit de rétractation, il ne va pas fonctionner, je dirais, dans tous les cas. Il y a des exceptions néanmoins. Alors, je vous en ai mis quelques-unes. Par exemple, je paye l'abonnement à un service là-dessus, un service sur Internet. Si le service a démarré avant la fin de l'expiration de ce délai de rétractation et que l'exécution a commencé avec l'accord du consommateur, à ce moment-là, il n'y a pas de droit de rétractation, c'est normal. Il a voulu en bénéficier avant. Là-dessus, c'est ce qui se passe classiquement pour les services. Autre cas, des produits faits à façon. Typiquement, une photo qui serait encadrée avec un tour de cadre spécifique, avec une couleur spécifique selon le choix du consommateur. C'est du spécifique, il n'y a pas de droit de rétractation. Et tout ce qui est également service d'hébergement, il n'y a pas de droit de rétractation. Donc ça, c'est effectivement important. Le sujet du droit de rétractation, c'est un sujet qui peut être un peu piégeux. C'est-à-dire qu'en fait, quand on peut tenter, c'est naturel, d'aller reprendre les conditions générales des petits copains, des concurrents, quand on les prend comme un bloc. Donc si le concurrent dont on prend les conditions générales, ce qui n'est pas possible, j'en reviendrai dessus, a fait des erreurs et s'est mis un droit de rétractation sur le dos, alors que légalement il pouvait y déroger, vous allez le porter avec lui, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous coller un droit de rétractation auquel vous auriez pu échapper là-dessus. Donc effectivement, il faut faire attention à ça. Les garanties, ça c'est un sujet qui est également important. La garantie commerciale. Une toute petite question sur le droit de rétractation du coup. Est-ce que ça concerne les produits frais comme les fromages? Alors, il y a effectivement les denrées périssables. Effectivement, il y a une exception pour les denrées périssables. Je n'ai pas le texte sous les yeux, mais il y a effectivement une exception pour les denrées périssables effectivement dans le code de la consommation. Oui. Il y a d'autres exceptions, je ne les ai pas fait. L'idée, c'est que j'ai voulu ne pas tuer tout mon capital sympathie, c'est ça que j'en ai un, en vous faisant l'ensemble des exceptions là-dessus. Donc, j'ai fait mon shopping, je tiens à le dire tout de suite. Les garanties. Garantie commerciale, c'est celle que vous proposez, vous.
C'est une garantie qui n'est pas légale, c'est celle que vous donnez. Vous dites, bah, par exemple, la garantie légale de conformité consommateur, c'est 2 ans, mais vous, chez vous, c'est 4. Donc, vous donnez plus, bien sûr. Ça, c'est votre garantie à vous. La garantie des vices cachés, c'est le produit arrive, le consommateur l'utilise, et puis finalement, il ne fonctionne pas, mais c'est lié à un vice dans le produit qui n'était pas décelable à l'arrivée, mais à un vice qui est pas apparent, qui fait que ça ne marche pas. Et là, à compter de la découverte de ce vice, il y a une garantie de 2 ans. Ça, c'est garantie commerciale, garantie des vices cachés, ça s'applique en B2C et en B2B. Garantie légale de conformité de 2 ans, ça, c'est une spécificité consommateur. C'est-à-dire que j'achète un produit en tant que consommateur, j'ai une garantie légale de 2 ans. S'il y a le moins de problèmes sur le produit ne marche pas, quand bien même le défaut a été apparent, pas caché, pendant 2 ans, effectivement, j'ai une garantie légale de conformité là-dessus. Donc, effectivement, c'est assez lourd quand on se lance en B2C. Dernière slide sur les CGV. Bien penser à la confirmation de commande quand on est en B2C. Effectivement, les textes, le code de la consommation impose que le consommateur est en sa possession sur un support durable l'ensemble des conditions contractuelles afférentes à sa commande. On ne peut pas faire juste un renvoi au lien hypertexte du site Internet, car ce n'est pas un support durable. C'est-à-dire que les conditions des sites Internet qui sont mis sur un lien HTML, elles peuvent être modifiées, les conditions contractuelles. Donc, ce n'est pas un support durable. Donc, j'envoie un email confirmant l'ensemble des caractéristiques de la commande et je permets en PDF, les conditions de vente, effectivement, applicables à la commande faite par le consommateur. Rapidement, opposition au démarchage téléphonique. Ça, si demain vous êtes saisi par la DGCCRF, ils vont dire, mais le service Blocktel, vous en avez parlé dans vos CGV, c'est souvent oublié. C'est la possibilité pour tout consommateur, entre guillemets, de, je dirais, s'opposer, à ce que son numéro de téléphone soit utilisé. Allez-y. Les CGV doivent bien être joints entre les autres, ou alors on peut simplement mettre un lien hypertexte permettant de télécharger les CGV. Alors, votre question, je la reformule parce qu'effectivement, pour les personnes qui sont en distanciel, c'est sur cette confirmation de commande, les CGV doivent être joints à l'email ou est-ce qu'on peut permettre un lien de téléchargement des CGV et des CGV? Les deux sont possibles là-dessus. La seule chose qui est importante, c'est qu'effectivement, on ait donné la possibilité au consommateur d'avoir sur un support durable, exemple PDF, les CGV applicables à sa commande. J'en ai terminé. CGV, pourquoi ne pas les copier? Ça ne marche pas. Pourquoi ne pas les copier? C'est effectivement 2 raisons. Effectivement, c'est que c'est un acte de parasitisme. Si vous copiez les CGV d'un concurrent, effectivement, il peut s'en plaindre et vous faire, je dirais, vous faire condamner pour parasitisme. Et puis également, effectivement, prendre des CGV d'autrui, parfois on va s'imposer des règles légales qui sont plus fortes que ce à quoi vous êtes normalement tenu, ce qui est quand même assez gênant derrière. 4e et dernier sujet. Voilà, pour terminer sur ce sujet. Oui. Vous êtes gentil. Ouais. Alors, le monsieur en face de moi vient de dire que c'était un super sujet, les CGV. Je le dis pour les gens en distanciel. Là, vous avez parlé des sites, dans le cadre d'un projet web, site aussi consommateur à consommateur, tout ce qu'on vient d'entendre est partiellement utilisable, mais je pense qu'il y a des spécificités, j'imagine. Alors, c'est-à-dire que vous êtes au business, c'est consommateur-consommateur, c'est le bon coin, quoi. Exactement. Le bon coin là-dessus. Dans ces cas-là, pour moi, ça ne va pas s'appliquer. Le droit de la consommation, il s'applique uniquement, c'est le professionnel, quoi. Là-dessus. Là, on est libéré de tout ça. On est libéré de tout ça. On peut presque revenir sur des CGV B2B. Après, il y a un certain nombre de contraintes tout de même. Mais on peut presque revenir sur du B2B avec certaines. Mais voilà, encore une fois, c'est un sujet un peu particulier, donc ça mérite de s'y accorder. Mais oui, effectivement, tout ce qui est droit de la consommation en tant que tel, ça ne va pas forcément s'appliquer. En fait. Le droit de rétractation, par exemple. Après, la difficulté que vous allez avoir, c'est que si le consommateur y vend régulièrement, au bout d'un moment, il va finir par avoir passé comme un... Ouais, il va finir, à son corps défendant, il va se transformer en commerçant. Donc là, le droit de la consommation va s'appliquer à lui. Voilà. Donc en fait, pas si simple. Donc sur ce sujet totalement nouveau sur le droit des données personnelles,
pense que c'est la première fois que vous en entendez parler. Je ne vais pas refaire, vous inquiétez pas à refaire. Qu'est-ce que les données personnelles? Simplement prendre conscience quand vous faites un site web des données personnelles qui vont transiter par votre site web. Donc nécessairement, il faut se poser les questions sur quelles données personnelles vous allez collecter et vous allez utiliser. Donc en général, vous allez, ne serait-ce que simplement quand vous passez une commande, donc vous allez récupérer un nom, un prénom, un courriel, une adresse pour la livraison, un téléphone pour le livreur, je ne sais pas, et voilà, un certain nombre de données. Donc, il faut bien vous poser quelles données vous pouvez collecter, vous allez collecter, pour quelle finalité, puisque c'est ça le cœur du sujet, c'est pourquoi vous allez utiliser ces données. Pour créer un compte d'abord, par exemple, un compte utilisateur, pour pouvoir recontacter la personne, vous avez une page contact sur votre site web qui doit vous donner je sais pas, un prénom et un numéro de téléphone pour pouvoir le rappeler, pour mettre en place tel service, pour organiser une livraison, ainsi de suite. Il faut forcément se poser la question sur quelle va être votre activité dans le cadre de votre site web, et donc vous avez besoin de quelles données. Et donc, quelles données pour quel type de traitement. J'ai recensé 4 réflexes, bien sûr il y en a beaucoup d'autres en matière de données personnelles. Il faut être très vigilant. Pour le coup, là, si vous êtes amateur, faites attention. Si vous voulez faire tout seul, faites attention. Même si le site de la CNIL est très bien fait et très pédagogique, mais voilà, faites quand même très attention. 4 conseils, 4 réflexes. Ne collectez bien sûr que les données utiles. Posez-vous bien la question, est-ce que vous avez besoin de telles données? Est-ce que vous avez besoin de la date de naissance précise de votre client? Alors, éventuellement, pour vérifier qu'il est majeur, éventuellement juste l'année de naissance, le jour de naissance, peut-être pas utile. Est-ce que vous avez besoin de savoir qu'il a des enfants ou autre? Pas certain que ça soit une donnée utile. Donc, véritablement, ne mettez en place qu'une collecte de données utile qui va servir une finalité précise. Sinon, enfin, tout simplement, vous n'avez pas le droit de collecter une donnée qui va être inutile. Et autant vous dire, évitez de collecter les numéros de sécurité sociale, les opinions religieuses, syndicales, ce que vous voulez. Ensuite, bien sûr, informez où obtenez le consentement et où obtenez le consentement. Informer bien sûr la personne, donc ça passe par la politique de confidentialité. En fait, c'est d'informer votre client que quels sont les traitements de données personnelles qui vont être mis en place, et toutes les informations qui y sont associées. Ça veut dire combien de temps vous allez conserver les données, quelques grandes mesures de sécurité éventuellement, les droits qu'il a sur ces données. Et ce document de la politique de confidentialité, il est extrêmement important, évidemment. C'est là, vous voulez le faire par renvoi, mais effectivement, en général, quand vous avez la fameuse case à cocher lorsqu'on va vous valider une commande, eh bien, vous validez les CGV et également la politique, vous reconnaissez avoir pris connaissance de la politique de confidentialité. Donc, c'est un document qui est extrêmement important. Je ne vais pas vous rappeler les sanctions potentielles de la CNIL. Il y en a de plus en plus, ça s'accélère, donc il faut être assez vigilant, d'autant plus que la politique de confidentialité, ça va être le premier rempart pour une apparence de conformité aux droits des données personnelles. C'est-à-dire que vous avez un contrôleur, vous avez un client. Est-ce que vous, dans votre entreprise, vous êtes véritablement conforme au RGPD, aux droits des données personnelles? Est-ce que, je ne sais pas, vous avez un registre de traitement? Est-ce que toute la sécurité est bien mise en place? Je ne sais pas. Mais au moins, vous pouvez avoir une apparence de conformité avec une politique de confidentialité qui est propre sur votre site web et qui fait référence au RGPD et pas simplement à la loi de 78. Là, effectivement, des fois, d'un seul coup d'œil, on sent que tel site n'est pas forcément à jour. Et faites d'ailleurs attention avec votre prestataire web qui peut vous proposer des sortes de documents un peu automatiques, notamment en matière de politique de confidentialité. Si sa documentation ou ce texte type, qui va sans doute, qui peut apparaître dans mention légale un peu plus avec quelques CGU et avec une petite politique de confidentialité, là, si vous voyez qu'on ne parle pas du RGPD ou par exemple, on ne parle pas de droits un peu spécifiques, les droits un peu nouveaux sur le droit à la portabilité, même si ce n'est pas très utile véritablement encore, mais sur ces quelques notions un peu nouvelles, s'il n'en parle pas, ça veut dire que potentiellement, elle n'est pas bonne. Votre politique de confidentialité, elle n'est pas à jour. Alors encore plus si il fait état des déclarations à la CNIL qui sont bien faites par votre entreprise, puisque le principe étant qu'aujourd'hui, il n'y a plus de déclaration à la CNIL. Ça, c'est peut-être des petits réflexes pour être sûr que ce qu'on vous propose, ce n'est pas totalement obsolète. Donc, une politique de confidentialité qui est bien faite, ça vous donne au moins une première apparence de conformité et donc potentiellement on n'ira pas vous embêter davantage. Et donc informer ou obtenir le consentement, bien sûr, c'est pour certaines utilisations, il faut récupérer le consentement express de la personne. En général, quand si c'est pour organiser une livraison, vous vendez un produit et vous organisez une livraison, normalement vous n'avez pas besoin du consentement express puisque votre traitement il est basé sur l'exécution du contrat.
Après, j'avoue que ça peut être bien quand même de dire oui, vous donnez le consentement à ce qu'on exécute le contrat et qu'on livre, autant à mettre ceinture et bretelles. Donc là, politique de confidentialité claire. Troisièmement, répondez aux demandes d'exercice des droits. Donc prévoir forcément peut-être une adresse mail spécifique ou pas forcément une adresse générique contact, le nom de votre société avec votre nom de domaine. Et donc prévoir une possibilité de droit d'accès, le droit de rectification, le droit d'opposition. Mettez au moins une sorte de petit processus en interne où dites-vous quand vous recevez un mail en ce sens que vous avez globalement 1 mois pour répondre. Et qu'en général, quand quelqu'un fait l'effort de vous envoyer un mail sur ça, c'est qu'il est déjà un petit peu informé. Et donc, si vous vous amusez à ne pas répondre dans le mois, potentiellement après, ça va aller directement à la case CNIL. Et à la case CNIL, c'est là, s'ils vont en recevoir plusieurs, c'est là où ça va déclencher un contrôle. Et là, votre apparence de conformité avec votre politique de confidentialité, ça va peut-être pas suffire. Donc voilà, faites attention. Autant éviter d'attirer l'attention sur vous par la CNIL. Et ensuite, dernier point important tout de même, vérifier la conformité de vos sous-traitants. Vous allez nécessairement avoir des sous-traitants, ne serait-ce que votre hébergeur, le mainteneur de votre site, et puis après tous les logiciels qui pourraient être associés à votre site, tous les éditeurs de logiciels, de votre logiciel de gestion des stocks qui est lié à votre site web. Vérifiez que toutes ces entreprises qui sont considérées comme des sous-traitants au traitement des données personnelles sont également conformes au RGPD, au droit des données personnelles, et notamment vérifier que vous avez bien une clause RGPD dans vos contrats. Vous avez l'obligation d'avoir une clause qui va prévoir tous les droits et obligations dans la relation entre un responsable de traitement, vous, et un sous-traitant. Et donc un prestataire informatique, par exemple. Vous devez avoir précisément, ça doit être organisé dans les contrats. Donc dans des contrats, le contrat avec votre prestataire web, avec votre hébergeur mainteneur, vérifiez ce type de clause. C'est extrêmement important. Et après, pensez aussi qu'avec votre expert comptable, par exemple, c'est un sous-traitant. Est-ce que votre expert comptable est à jour sur le droit des données personnelles? Je ne suis pas totalement convaincu pour tous les experts comptables, mais voilà, pensez que c'est également un sous-traitant, puisqu'il a accès à certaines données personnelles de vos clients. Donc faites attention à ça. Donc c'était des quelques conseils. Et là, il y avait un petit gros conseil sur l'emailing. C'est juste l'emailing parce que ça m'est arrivé il y a encore pas longtemps. Le principe, l'emailing, c'est que donc envoyer des mails à vos clients pour annoncer une actualité, un nouveau produit, un nouveau service. Vous pouvez le faire par principe dès lors que c'est un de vos clients. Ça a déjà été un de vos clients. Vous pouvez le faire globalement dans les 2 ans depuis la dernière contact. Vous pouvez lui envoyer des mails de sollicitation parce que c'est vos clients. Si c'est uniquement un prospect, vous ne pouvez pas le faire, sauf à avoir informé au préalable de votre politique de confidentialité. Mais le principe, si c'est simplement un prospect, vous ne pouvez pas envoyer un mail. Et ça m'est arrivé la semaine dernière avec un de mes clients, donc un client du cabinet. On discute d'un nouveau dossier classe, un nouveau client, un nouveau dossier. Donc on discute, on échange par mail. Et puis 5 minutes après, je reçois une pub pour ses prestations parce que en fait, je pense qu'automatiquement j'ai été inscrit à sa liste d'emailing pour faire son emailing. Et en plus j'en ai reçu encore un deuxième. Et donc le fois au téléphone, je lui dis faites attention parce que ça vous n'avez pas le droit de faire en fait. Alors que vous m'avez pas du tout informé de votre politique de confidentialité, même si sur le mail j'avais bien la possibilité de me désinscrire. Ça c'est une autre obligation. Forcément, on reçoit le mail, on peut se désinscrire. Mais déjà pour rentrer dans une liste d'emailing, il faut soit que c'est votre client, ça a été votre client depuis au moins 2 ans, ou soit vous avez au moins informé la personne au préalable. Ça, faites attention. Et pour terminer, sur les cookies, là, c'est simplement sur votre prestataire web, vérifier sur les cookies, voir avec le développeur, et notamment pour être à jour, puisque maintenant, le simple fait de continuer une navigation sur un site internet ne vaut pas consentement au dépôt de cookies à l'enregistrement des cookies, en fait. C'est valable pour les cookies dits fonctionnels, ok, mais autrement, il faut nécessairement avoir le consentement express de l'internaute pour pouvoir déposer des cookies. Et donc, c'est pour ça que maintenant, sur tous les sites, vous devez cocher des cases. Si vous ne cochez rien, vous donnez votre consentement sur rien, il sera déposé uniquement les cookies fonctionnels, où il y a la fameuse continuer sans accepter, allez voir où vous devez cocher des cases, et ainsi de suite. Là aussi, avec votre développeur, vérifiez que c'est bien à jour et que tout est propre. C'est extrêmement contraignant pour l'internaute, ça c'est vrai, quand la majorité des cas, du coup, on continue sans accepter. Donc, ça veut dire que vous allez perdre des informations sur des stats et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, c'est la réglementation, donc faites bien attention à ça, à voir avec votre hébergeur. Voilà, on a terminé. Il nous reste au moins 3 minutes pour avoir toutes vos questions. Oui. Sur la page, oui.
Alors, la question, c'est qui doit rédiger la page de confidentialité. Là, en fait, c'est l'obligation, c'est vous, en fait, c'est l'éditeur du site qui doit, c'est vous en tant que commerçant, vous devez mettre en place cet élément contractuel. Après, c'est à vous de voir, en fait. Après, nous, c'est notre travail. Après, les développeurs vont proposer, mais qui sont vraiment génériques et qui sont pas du tout adaptés à votre situation, puisqu'en fait, une politique doit être adaptée en fonction du traitement, de tous les traitements que vous allez faire, votre politique interne sur les durées de conservation, vos éléments de sécurité, et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est soit vous le faites vous-même, si vous avez les compétences juridiques, vous avez un service juridique. Sinon, ça va être des conseils juridiques. Typiquement, sur la politique de confidentialité, je donne toujours cet exemple-là, parce que je l'ai vécu, c'est vous avez sur la durée de conservation. Je fais de la vente de chaussures, je fais de la vente de voitures. Je fais deux métiers différents, donc la durée de conservation, ça ne peut pas être la même. Une voiture, en moyenne, je vais en vendre une tous les 5-6 ans à mon client. Donc, il faut que j'ai cette possibilité de garder ces données personnelles pendant 5-6 ans de manière à pouvoir lui refaire passer le message pour qu'il revienne chez moi acheter sa voiture. Je vends des chaussures, alors sauf à acheter une marque extrêmement solide. Je doute qu'effectivement on puisse utiliser des chaussures pendant 5-6 ans. Là-dessus, ce qui fait que le retour effectivement en clientèle, il sera beaucoup plus court. Et donc, effectivement, on ne pourra pas justifier une durée de conservation de 5-6 ans là-dessus. Donc, ça, c'est vraiment, typiquement, ça, c'est très concreto, quoi. Donc, il faut vraiment faire, c'est pas juste du déclaratif, juste de papier, quoi. Il y a des obligations juridiques qui vont avec, et donc, c'est pour ça que c'est une vraie réflexion. C'est pour ça qu'on est là aussi, pour ça. J'avais une question sur le forum de Christelle, qui nous demande effectivement, tu n'as pas parlé de la médiation et du choix de la médiation pour les sites e-commerce. Ça, c'est sûr, c'est un élément important, on ne pouvait pas tout parler. Est-ce que tu veux en dire 2 mots? Alors, effectivement, je voyais le temps qui courait, je ne voulais pas couper l'herbe sous le pied. Effectivement, quand on est en B2C, effectivement, il y a une compétence, déjà, en cas de conflit, c'est le tribunal du consommateur qui sera compétent. Et surtout, il faut qu'il ait la possibilité de recourir à un médiateur à la consommation. Préalablement, c'est une obligation légale là-dessus. Donc, effectivement, j'ai été passé dessus assez rapidement. Voilà. Mais oui, donc c'est bien un élément indispensable qu'il faut faire apparaître dans les conditions générales. Une autre question peut-être? Oui, allez-y. Alors, le nom des concurrents, par exemple, alors, la question, c'est un exemple concret en matière de référencement, je dirais sur la question des AdWords, effectivement, que le concurrent puisse se référencer sur les AdWords. Concrètement, vous êtes la société Trucmuche, d'accord? Vous vendez des chaussures, ok? Ça marche bien, ça marche très bien. Et demain, en tapant Trucmuche dans Google, Trucmuche, il y a un lien qui apparaît en lien sponsorisé de Google qui correspond au lien Ma Pompe de l'un de vos concurrents. Et en fait, sur votre marque Trucmuche, c'est le site Ma Pompe de votre concurrent qui est poussé en premier. Et bien ça, c'est l'utilisation de votre marque à titre d'AdWords parce qu'il a payé pour que son lien de site internet apparaisse sur votre marque. Voilà, ouais. Je suis désolé, j'ai très mal expliqué tout à l'heure. C'est le mot-clé, ouais, c'est le mot-clé, effectivement. Je tape Adidas, je tombe sur des sites internet qui vendent et qui veulent se positionner sur le mot Adidas là-dessus. Voilà. Une dernière question peut-être, ou sinon il est 14h01. 14h01, on est très très attaché au temps. Non mais s'il y a une dernière question. Et à votre temps aussi. Question, bon. Merci beaucoup. Et puis. Merci beaucoup pour d'être venu ici.